évoquer souveraineté, technologie et territoire. Parlons-en tout de suite avec David Lacomblette, que je suis ravie d'inviter ici. Merci à vous d'être venu. Vous êtes président et fondateur de la Villa Numéris. Bonjour Marion. Bonjour, tout va Bonjour bien? André. Et puis André Lezecruc-Pietri, vous êtes président de Jedi, qui n'est pas votre fils, l'incarnation de Star Wars, mais la Joint European Disruptive Initiative, ce que vous voulez créer, et ça probablement pour celles qui vous connaissent, c'est la nouvelle DARPA européenne, c'est bien ça? Oui, alors plus précisément l'ARPA, puisqu'on n'est pas focalisé sur la défense, donc l'Agence de recherche avancée pour l'innovation de rupture. Exactement. On le verra tout à l'heure quand on parlera de géopolitique avec mon ami Pierre Aski, du moment de Spoutnik. Alors, parlons un petit peu territoire dans cette journée qui est concentrée, vous le savez, sur la souveraineté technologique, comment protéger nos innovations, mais comment aussi, évidemment, les faire briller à l'international. Parlons un petit peu peut-être d'un état des lieux. À la Villa Numéris, c'est aussi une partie de votre mission, David. Comment vous envisagez déjà ce sujet de la souveraineté par rapport à ce qui est aujourd'hui notre maillage, notre réseau, nos régions? Comment vous l'observez? Alors, à la Villa Numéris, nous travaillons sur un modèle européen du numérique affirmant la primauté de l'humain. Et je pense que nous sommes confrontés à une contradiction, où on le voit bien depuis ce matin, on se dit que le bon niveau d'exploitation, de travail sur les technologies de rupture, ne serait-ce que pour un effet de marché, c'est l'Europe, là où on a des concitoyens qui ont plutôt tendance à se replier sur eux. Contraint ou voulu, ne serait-ce qu'avec la crise sanitaire. Son domicile est devenu un peu le centre névralgique de sa vie, une tour de contrôle de son travail, de ses distractions également. Il y a une forte volonté de local, ne serait-ce que pour des raisons environnementales. Et donc on a cette contradiction dont on voit bien que les responsables publics sont parfois en prise. Moi, il m'est arrivé d'assister à des réunions avec des élus par charité, je ne citerai pas leur nom, disant qu'il fallait territorialiser quasiment dans leur commune des serveurs d'exploitation. Et donc quand vous partez de là, vous vous rendez compte immédiatement qu'il y a un manque de connaissances fortes, de repères. Et c'est bien ce travail qu'il va falloir faire dans les années qui viennent, que la puissance publique s'empare du sujet pour former ses concitoyens, mais aussi pour former ses fonctionnaires. Le propre d'un fonctionnaire, c'est que ça fonctionne, et on exige aujourd'hui des services publics qu'ils fonctionnent aussi bien que les services commerciaux que nous utilisons au quotidien. D'ailleurs, je cite une initiative qui illustre bien la mission de Villa Numéris que vous avez précisée. C'est quoi? Il s'agit d'un plaidoyer, c'est ça? Nous avons publié en début d'année un plaidoyer pour un numérique qui participe à une meilleure écologie de soi-même, c'est-à-dire comment ma mobilité, mon travail, mes loisirs sont plus accessibles et plus simples, effectivement, dans ma vie pour me simplifier le quotidien. Et c'est là où la puissance publique se doit d'être un animateur, d'être un initiateur, mais surtout pas un opérateur, parce que là, c'est no way, parce qu'aujourd'hui, il y a un tel dédain, en quelque sorte, de nos concitoyens pour leur nation, pour leurs valeurs, pour leur histoire, pour la notion de progrès, voire de liberté, que les liens sont fortement distendus entre les dirigeants et ces citoyens eux-mêmes. Est-ce que là, on peut parler un petit peu de crise, en tout cas d'une fracture numérique que vous évoquez, par exemple? La fracture numérique, mais qu'on voit aussi dans l'industrie. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait s'en inspirer. On voit bien qu'en matière industrielle, il y a eu énormément de créations d'entreprises au cours du siècle dernier, mais qui aujourd'hui ont des tailles pas suffisamment grandes pour être dans une compétition internationale, pas suffisamment grandes pour être attrayantes pour accueillir des nouveaux dirigeants, et pas suffisamment grandes pour consolider leur marché, qu'on parle de filières de bois, d'acier ou autres, et veillons à ne pas reproduire la même chose en matière technologique. C'est pour ça que le bon échelon, c'est celui de la région, puisque vous allez être dans un bassin qui va vous permettre d'embarquer une population tout entière, qui réclame cette proximité. Et il faut bien voir qu'on est dans un pays qui n'a jamais tenté ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire de gouverner de proche en quelque sorte, et qui est une notion très digitale en quelque sorte. Donc les politiques de décentralisation, on le sait que la pulsion de différents gouvernements récents, c'était justement de donner le pouvoir, plus de pouvoir aux régions. Ça va dans le bon sens?
Alors, si c'est une décentralisation pour que tout le monde soit au garde à vous, je ne vois pas trop l'intérêt. Effectivement, c'est un peu l'écueil que l'on vit dans notre pays. Certainement faut-il aller hors de nos frontières pour s'inspirer et d'ailleurs inciter aussi nos propres start-up à aller se faire financer en Allemagne, par exemple. De votre côté, André, la décentralisation, c'est au niveau ça se joue au niveau continental, dans des hubs. Parlez-nous de ça un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Je pense que le sujet qu'on aborde, il est quand même éminemment politique parce qu'on voit bien qu'on est dans un entre-deux. On parle, en ce moment, le grand mot à la mode, c'est la planification. Moi, mon inquiétude, c'est que en fait, ça fleure bon un peu notre enfance, ce qui semblait marcher dans le passé, et on n'est pas encore rentré dans le nouveau. En ce moment, c'est quoi les politiques? Ils ont besoin à la fois d'avoir une vision long terme. On voit tout le monde demande ça, notamment dans le domaine technologique. Et d'un autre côté, on voit, et David le disait, qu'il y a une fracture de plus en plus grande entre nos citoyens et le sujet de l'innovation. La deuxième chose, c'est qu'on est en permanence entre il faut avoir une échelle, pour la technologie c'est essentiel, et de l'autre côté, on a besoin d'amener les gens avec nous parce que on a ce sentiment de perdre le contrôle. C'est-à-dire que la plupart, pourquoi est-ce qu'on parle de souveraineté numérique? Parce qu'on est un peu comme une grenouille qui a été plongée pendant les 20-30 dernières années dans un bain pas trop brûlant, mais un peu brûlant, et on se réveille aujourd'hui en criant « Mon Dieu, on a perdu toute notre souveraineté ». Et les chiffres sont dramatiques, hein, de 30 à 15% la part de marché dans le cloud en 5 ans, 23 lancements de SpaceX contre 3 d'Ariane l'année dernière, personne quasiment en termes de géants de l'IA, et même je sais qu'il y a des constructeurs automobiles dans la salle, mais bon, Tesla vaut aujourd'hui 2 fois plus que tous les autres constructeurs. Donc on est quand même dans une situation dramatique. Donc ça veut dire que les milliards qu'on a investis dans l'innovation depuis 20-30 ans, l'Europe a mis 200 milliards depuis 1984. On peut se demander, on voit bien qu'aujourd'hui la méthode ne marche pas, cette méthode centralisée d'appel à projet, etc. Donc nous, notre approche a été de dire, il faut se reposer sur la société civile, et la société civile, c'est les entreprises, c'est les startups, c'est le monde de la recherche qu'on oublie un peu. On aime bien parler de recherche, mais à la fin, ils sont souvent un petit peu oubliés dans les projets réellement innovants. Et la deuxième chose, il faut s'organiser au niveau européen, mais non pas en centralisant, je ne suis pas du tout un anti-bruxellois primaire, mais en s'appuyant sur tous les hubs d'innovation. Là, il y a une société automobile à Zagreb qui vient de lever hier 500 millions d'euros pour faire le véhicule électrique, la supercar du futur. Ce qui se passe en cybersécurité, en robotique à Tallinn est absolument extraordinaire. On parle d'Europe, mais on a des politiques d'IA françaises, des politiques du quantique françaises, des politiques de l'hydrogène françaises. Et je vous rassure, vous connaissez la fameuse phrase, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Les Allemands, c'est pire. Étant à moitié allemand, je parle en connaissance de cause. Donc on est face à une Europe fragmentée. Ce n'est pas les bisbis entre les différents commissaires européens qui vont arranger les affaires. C'est ça le problème. On n'a pas vraiment une équipe. On a des individualités, on a la chance d'avoir quelques individualités très fortes, on va en entendre une tout à l'heure, et tant mieux, elles drive, mais ça ne marchera pas si on ne bosse pas. Donc c'est pour ça que nous, on s'est structuré en essayant de réunir le plus grand écosystème deep tech d'Europe, on est presque 5000 aujourd'hui, un tiers de chercheurs, un tiers de gens de l'écosystème start-up et un tiers des industriels, et on fait deux choses, de la prospective technologique, parce qu'on passe notre temps à quand même combattre un petit peu les combats d'aujourd'hui. On ne va pas recréer Google, mais les moteurs de recherche dans 5 ans, ça sera totalement différent. On a beaucoup parlé ce matin du cloud. Effectivement, c'est le cloud on the edge. Il ne faut pas refaire SpaceX. Il faut imaginer ce que c'est. Et ça, c'est très compliqué. Ce n'est pas du tout linéaire. Anticiper ce qui va se passer, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer en Ukraine dans une semaine, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette diversité des territoires. Et c'est pour ça que ce mot territoire, et ce n'est pas parce que je suis en plus d'origine corse que j'aime ça, mais c'est vraiment, je pense qu'on ne s'appuie pas là-dessus suffisamment. Il faut véritablement... mais par contre, il ne faut pas avoir l'autre extrême, qui est l'extrême européen, où aujourd'hui on fait de la redistribution. Ceux qui sont dans le domaine du spatial le savent très bien. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans une notion qui s'appelle le geo-return. Donc en fait, on mélange excellence de l'innovation et redistribution à tout le monde. Nous, on dit que si 100% des meilleurs projets sur un défi particulier qu'on lancera viennent de Croatie ou de Pologne, eh bien, on va mettre 100% de l'argent en Croatie ou en Pologne. Vous dites ça sur place du Luxembourg, qui est la place devant le Parlement européen à Bruxelles, vous êtes quasiment brûlé vif pour ça, parce que c'est véritablement des tabous européens.
je ne sais pas ce qu'il nous faut comme crise de plus pour qu'on change réellement le fonctionnement. La bonne nouvelle, c'est que l'enthousiasme au niveau européen, au niveau des chercheurs, au niveau des startups, qui ne partent pas tous, vous avez peut-être vu les derniers chiffres des salaires pour quelqu'un qui entre chez Microsoft ou Google, je crois qu'on est à 210 000 $ dans la Silicon Valley pour quelqu'un de 22 ans. Donc cette attraction, elle va devenir de plus en plus forte sur les talents, quelqu'un le disait tout à l'heure. On a encore des gens qui veulent faire des choses parce que c'est de la technologie humaniste, parce qu'on a des valeurs qui sont quand même différentes des autres et qu'on veut pousser. Mais pour ça, il faut vraiment changer de méthodologie. C'est ce qu'on essaie de faire avec Jedi. Alors, un changement de méthodologie, probablement d'état d'esprit aussi. Je reviens sur l'attractivité, parce que je trouve intéressant. On a parlé un petit peu des territoires, de ce côté décentralisé, ou cette centralisation selon le sujet. Mais cette attractivité, c'est aussi l'enjeu quand même de notre souveraineté. Vous savez que c'est le thème d'aujourd'hui, mais c'est-à-dire aussi de notre compétitivité, de nos performances, et donc d'une Europe plus puissante, évidemment, pour aller aujourd'hui jouer dans la même cour avec les autres. Est-ce que l'attractivité, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, David, passe aussi par la pédagogie que vous évoquiez? Est-ce que finalement, on ne peut pas imaginer que l'attractivité ne soit pas que l'apanage des décideurs, des chefs d'entreprise, des médias, etc., mais aussi l'affaire de tous et de toutes? Voilà, question comme ça. Alors, l'attractivité, effectivement, c'est votre capacité à faire venir des personnes qui, de prime abord, se disaient qu'est-ce que je vais aller y faire. Moi, j'ai eu la chance de créer un tiers-lieu à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, 15 000 habitants sur la ville, 150 000 sur le territoire. On a racheté une gare à la SNCF, on y a fait un tiers-lieu, on en a reloué 15% à l'opérateur historique, et dans le reste, on y a fait une école de la deuxième chance, on y a fait un Fab Lab, on y a fait une école d'apprentissage, une résidence d'artistes également, et du coworking. Tout ça pour, certes, pas forcément retenir les petits jeunes qui étaient dans le coin, parce qu'on les incitait plutôt à aller voir à l'extérieur et découvrir le monde, mais pour faire venir des femmes ou des maris de ceux qui venaient travailler dans des usines, je pense notamment à Arc International, leader international du verre à travers le monde. Mais j'aime mieux vous dire que si quelqu'un était prêt à y aller comme ingénieur, il avait du mal à convaincre sa famille de venir dans ce territoire. Certes, il fait toujours beau, on est dans le nord de la France, mais quand bien même, ça ne suffisait pas. Et donc, comment vous garantissez des structures d'accueil, des structures d'éducation, des structures de loisirs, et une couverture mobile ou terrestre convenable? Alors, c'est vrai qu'on est dans un pays difficile pour son aménagement, il y a des montagnes partout, donc ça coûte très cher de mettre des câbles partout, contrairement à l'Allemagne. Et donc c'est là où il faut miser sur des technologies de rupture. Je pense à l'espace notamment, et c'est sûrement un des sujets dont on devrait s'emparer, ne serait-ce que pour assurer une meilleure couverture demain de l'équivalent de la 5G, mais partout. Alors si effectivement la couverture terrestre n'est pas possible, prend trop de temps ou n'est pas financée parce que ça coûte cher tout ça et c'est pas forcément un ARPU intéressant comme on le dit dans le monde des opérateurs, il y aura peut-être cette constellation en orbite basse qui a été annoncée par la Commission européenne, et Thierry Breton m'a promis lors de la réunion des ministres européens à Manicourt il y a quelques semaines que le cahier des charges était déjà en écriture. Donc on aura notre Starlink dans pas très longtemps. C'est une bonne nouvelle ça, non ? Je pense que c'est une bêtise absolue. Je ne vais pas me faire des amis là, mais regardez ce qui se passe. Ariane vient de signer un contrat historique pour lancer 3700, enfin, la constellation d'Amazon qui compte 3700 satellites. Starlink, dont je viens, moi, pour voir comment ça marche, d'acheter un exemplaire, donc je fais partie des 100 000 qui, je crois, dans le monde en utilisent, c'est juste extraordinaire. Je ne vais pas devenir un promoteur de Starlink ici, ça serait quand même assez paradoxal, mais un mode d'emploi avec 3 images, installez-le, brancher les 2 câbles, télécharger l'application, ça marche. Et Starlink, qui on le rappelle, a servi, grâce à l'appel de l'Ukraine, à connecter... Et eux sont déjà à 2500 satellites, ils veulent en lancer 12 000. Et rappelez-vous, aujourd'hui, là aussi une bataille que l'Europe devrait faire beaucoup plus, c'est la bataille des standards. Tout se passe à l'ITU, donc l'Organisation internationale des télécommunications, et c'est un peu comme dans la course La ruée vers l'or, les premiers qui fixent des orbites en orbite basse, ceux qui arrivent après doivent s'assurer
qui ne perturbe pas les premiers. Donc c'est first come, first serve. ITU présidé par les Chinois toujours. En plus par un Chinois. Enfin, je pense que là, on a manqué d'une vision. Je reviens sur mon sujet prospectif. Peut-être une toute petite incise, parce que pour compléter cet aspect sur les territoires qui est essentiel, dès qu'on centralise, forcément, on parle filière, qui devrait être aussi un mot à bannir de notre vocabulaire. Aujourd'hui, les ruptures ne sont plus dans le linéaire, en tirant la courbe Excel. On est vraiment dans ce monde exponentiel. Les ruptures, elles arrivent à l'interstice entre informatique et biologie, entre mobilité et software. Et je pense que justement, c'est au niveau de ces régions, de ces territoires, qu'on arrive, tu parlais des tiers-lieux, qu'on arrive à mélanger beaucoup plus facilement, parce qu'il y a une unité en fait de lieu. Je ne suis pas un grand spécialiste du théâtre, mais il y a cet aspect-là qui est quand même assez important. Et ça, il faut essayer de le construire un petit peu partout en Europe. Dès qu'on commence à parler filière, dès qu'on commence à parler, comme pour la constellation, de définir un cahier des charges, mais non, il faut fixer un objectif qui est qu'est-ce que c'est le coup d'après de la constellation, demander aux meilleurs d'où qu'ils viennent. Oui, ça peut être Airbus, OHB, Thales, mais il faut aussi mettre sur un pied d'égalité ceux qui peuvent venir des startups et du monde de la recherche et avancer pas à pas en voyant qui propose les meilleures solutions. Parce qu'à la fin, si on n'est pas assez ouvert et si on est très prescriptif, forcément à la fin, il y a le fameux adage américain qui dit à la fin c'est IBM qui gagne. Moi j'ai commencé ma carrière chez Airbus, j'ai une vénération pour cette société, mais à la fin c'est Airbus et IBM. Et c'est pas eux forcément qui vont arriver avec les solutions les plus innovantes, en tout cas pas tout seuls. Donc je pense qu'à nouveau cette méthodologie est à changer. Ce n'est pas dans le cabinet d'un commissaire européen que va être décidée la constellation. Il faut fixer un grand objectif. On va faire 10 fois mieux que Starlink, on va être 5 fois moins cher. Je ne sais pas quel est le bon critère, mais c'est là-dessus qu'on doit passer du temps. Nous, chez Jedi, on passe 50% du temps à définir quelle est la bonne mesure de succès. Parce que quand vous faites des projets de recherche en disant faisons des projets de recherche mais sans objectif précis, c'est là où vous n'arrêtez jamais. Et c'est là où vous saupoudrez. Et c'est là où, à la fin, c'est les acteurs existants qui gagnent. Donc on parle beaucoup start-up et recherche, mais dans les faits, je vous rappelle, 99% des appels d'offres, des achats publics vont aux grands groupes. Ça, je pense qu'il faut le changer, parce que sinon on n'arrivera jamais à se projeter sur le coup d'après. Donc j'espère que sur la constellation, on ne fera pas la même chose qu'avec Galileo, qui, je vous rappelle, au bout de 20 ans, n'est pas totalement encore complètement opérationnel et a coûté 3 fois plus cher que ce que ça devait coûter au début. Bon, le message est entendu. Il faut qu'on termine, messieurs, parce qu'il nous reste quelques secondes. David Lacomblède pour la Villa Numéris. Peut-être il y a une voie à trouver sur l'open data, sur le partage de la donnée. On dispose d'océans gigantesques de données, avec des données sensibles, dont d'ailleurs les acteurs étrangers nous envient et vont essayer de nous titiller un peu là-dessus, j'ai cru comprendre. Alors, est-ce que c'est l'open data, une voie c'est pour ça qu'il faut embarquer les citoyens dans ce système d'innovation, les acteurs économiques et les pouvoirs publics. Aujourd'hui, vous avez des entreprises produisent des données d'intérêt public. Sauf que quand vous allez leur demander, il est déjà trop tard puisque la crise est née. Donc comment vous arrivez à l'anticiper? Et donc certainement, faudra-t-il convoquer à un moment des assises de tous ces acteurs pour convenir d'un modèle qui permet de libérer ces données quand on en a besoin. On vous remercie vivement pour ce débat attendu et vif. Merci à tous les deux.